Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Les concerts d'été se poursuivent au Palais Princier. Celui d'hier, affiché complet et aura envoûté la cour d'honneur. Reportage à suivre dans quelques instants. Le tourisme en principauté bat son plein, les indicateurs sont au vert concernant la fréquentation. Qui sont ces visiteurs et que ramènent-ils comme souvenir de leur passage en principauté? Nous avons enquêté pour vous. Évidemment, qui dit afflux touristique dit forcément circulation entre les bouchons et les travaux. Comment le centre intégré de gestion de la mobilité intervient pour fluidifier le trafic? Max Mélan viendra nous éclairer à ce sujet. Ultime préparatif pour le gala de la Croix-Rouge monégasque qui a lieu ce samedi à la Salle des Étoiles. Vous découvrirez les dernières images. Et puis, à la fin de ce JT, nous irons rejoindre au Japon Olivier Nicolas, le manager de l'équipe de France, reviendra sur les très belles performances des tricolores au championnat du monde de natation. Ils font partie des rendez-vous culturels phares de l'été en principauté. Les concerts au Palais Princier se poursuivent jusqu'au 6 août. Après Brahms, Bach, Ravel ou encore Mahler, quel compositeur était à l'honneur jeudi soir? La réponse avec Sandrine Nègre, Thomas Deus et Louis Borgia qui étaient sur place pour Monaco Info. Un écrin unique, la cour d'honneur du Palais Princier pour deux compositeurs qui l'étaient tout autant, Mozart et Beethoven. Un concert sous le signe de la gaieté, de l'enthousiasme et de l'énergie, avec au violon le jeune Suédois Daniel Lozakovitch, tout simplement époustouflant. Le prodige a quasiment envoûté le public. Au programme, le concerto pour violon numéro 3 en sol majeur de Mozart et la symphonie numéro 6 en fa majeur pastorale de Beethoven. 2 heures pleines de vie. C'est le jeune Mozart, je pense qu'il avait 19 ans quand il a composé ce concerto. Et c'est déjà, c'est aussi de l'opéra. Et tout le concerto est un opéra, donc plein de vie du jeune Mozart. Et puis Beethoven, c'est aussi la vie à travers la nature, puisqu'il était déjà pas très bien et donc il se réfugiait à cause de ses problèmes notamment de santé et d'audition. Donc il se réfugiait dans la nature et la nature avec la vie qui grouille. Beethoven et Mozart ont conquis le public ce 27 juillet 2023. Mozart, qui était d'ailleurs à l'honneur lors du tout premier concert donné ici en août 1959 à l'initiative du prince Régnier III, dont on commémore, vous le savez, la naissance il y a 100 ans. Et prochain concert le 3 août à 21h30 avec le chef d'orchestre américain et directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Marseille, Lawrence Foster. Vous vous en êtes sans doute rendu compte, au vu notamment de la circulation très dense. Les touristes sont nombreux en principauté en cette fin de mois de juillet. D'où viennent-ils et pourquoi ils ont choisi la destination Monaco? Frédéric Elion et Alban Gingembre sont allés leur poser la question. Alors moi je vis à Paris et ma soeur vit au Canada. Ouais. Et elle a voulu venir parce qu'elle adore la F1. Okay. Voilà. Et les voitures et tout ça. Nous on vient de la banlieue parisienne, donc on vient des Hauts-de-Seine. Donc on a réussi enfin à venir et puis on voulait visiter, voir un peu le cadre et puis la douceur de vivre un peu du Rocher, quoi. On vient de Lyon nous et Monaco parce que ça avait l'air d'être une très très belle ville. Et on voulait découvrir un peu ce pays monégasque. Moi c'est la 3e fois, donc je voulais vraiment l'amener et qu'on y aille ensemble. Et bon, elle c'est la première et je crois qu'elle est assez contente de sa journée ici. On vient d'Alsace, de Mulhouse, et on est venu pas loin d'ici, à Nice. On était venu pour le concert de The Weeknd. Et puis Monaco, on est venu à Monaco parce que faut le faire. On est touriste à Mandelieu et on vient passer la journée à Monaco pour voir justement le musée océanique dont on a beaucoup entendu parler. Voilà, est-ce que nos enfants ont envie de venir depuis longtemps.
Et l'attraction phare que les touristes ne manquent sous aucun prétexte, c'est bien la relève de la garde sur le rocher. Et tout au long de la journée, les ruelles de Monaco-Ville ne désemplissent pas pour le plus grand bonheur des commerçants, comme par exemple les magasins de souvenirs. Quels sont les produits phares qui se vendent le plus cet été? Fabien Bonilla et Alban Gingembre sont allés enquêter. Casquette Monte-Carlo, t-shirt Monaco, magnète, tote bag, mug, ils se sont arrachés notamment au mois de juin où les touristes étaient bel et bien présents et les grands classiques restent toujours à la mode. En ce moment, ce qui vend le plus, c'est plutôt les bibelots, les petites choses. On a des clientèles, en fait, les juilletistes, en fait, c'est les familles, tout ça. Donc c'est plutôt les bibelots, les magnettes, les porte-clés, les casquettes aussi parce qu'il fait très chaud et les éventails. Voilà. Comme on est magasin officiel de Formule 1, notre principale vente, c'est les casquettes, ça marche très très bien. Surtout sur les écuries de F1, puisqu'on les fait quasi toutes. Le t-shirt marche très bien aussi dans les écuries. Charles Leclerc est le petit chouchou de beaucoup de fans de Formule 1. Et parce qu'il est tellement gentil que forcément, on a envie de le soutenir. Donc voilà, après on a Max qui est aussi très bien placé et Hamilton bien évidemment. Donc voilà. Et la priorité c'est les magnettes et cette année une nouveauté, les torchons chiens. Chacun aime bien ramener son petit torchon avec son toutou à faire cadeau ou à récupérer pour soi-même. Ce sont au total 68 enseignes sur le rocher, 20 boutiques de souvenirs, 21 magasins autres, 13 restaurants et 14 snacks. En ce mois de juillet, pour la première fois, la tendance s'est inversée entre boutiques de savon, de vêtements, de bijoux ou encore par exemple d'alcool. Il y a désormais plus de magasins traditionnels que de boutiques de souvenirs. Les touristes sont aussi intéressés par des articles qui ne sont pas obligatoirement de la magnète ou du typé Monaco et achètent également des parfums, des senteurs, des pierres, des maillots de bain, des bijoux et d'autres articles qui peuvent rentrer pour Monaco également. Ça fait une offre supplémentaire qui concerne les locaux et les touristes. Donc on vous invite à venir nous voir. Et le message est passé. Nous nous sommes intéressés aux touristes, mais vous, où partez-vous en vacances cet été? Yannick de Bever et Alban Gingembre ont été sondés, les travailleurs et résidents ce midi. Moi je pars en vacances dans une maison de famille de ma petite amie. Donc c'est en Espagne, dans le plein cœur de l'Espagne. En Autriche, à Vienne, mais c'est que pour une semaine. C'est déjà pas mal. Ah bah oui, hein, pour connaître c'est bien, oui. Se soulager un peu, c'est bien. Ça va être sur Manosque, pas loin de Manosque, au-dessus de Manosque, pour profiter de la verdure, de la campagne et voilà, s'éloigner un peu du monde. Le périple, bah écoutez, c'est à Vérone, c'est Padoue, c'est un peu la région des Langues, histoire de changer un peu d'air. Cet été, moi je pars dans 2 semaines, je vais en Haute-Savoie, dans la famille, visiter la famille, voilà, pour profiter un petit peu de l'air de la montagne. Je pars au mois d'août, dans 1 semaine, donc je vais faire les châteaux de la Loire. Donc je les ai jamais faits, donc ça va être un joli périple. Je vous le disais en titre, il faut parfois s'armer de patience pour circuler en principauté, notamment aux heures de pointe. Actuellement, avec les pendulaires, s'ajoutent les touristes de passage. Alors comment Monaco intervient pour fluidifier le trafic dans ses artères principales? Bonsoir Max Mélan. Bonsoir. Vous êtes superviseur au Centre intégré de gestion de la mobilité. Est-ce que vous aussi vous constatez depuis le CIGM qu'il y a un peu plus de monde en principauté? Oui, effectivement, au mois de juillet, on a toujours un peu plus de monde. On a les vacanciers, il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont ouvertes. Donc généralement, c'est un des mois les plus forts de l'année. L'artère la plus touchée est au niveau du jardin exotique à la frontière monégasque? Oui, tout à fait. Parce qu'on a l'entrée et la sortie en direction de l'autoroute. Et donc il y a énormément de monde sur cet axe. Plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt les deux? Plutôt le soir et le matin en fait. Ouais. Est-ce que vous arrivez à chiffrer un peu le nombre de voitures qui viennent chaque jour en principauté? Oui. Actuellement, on est à 105 000 véhicules entrée-sortie de densité journalière. Et avec ces phénomènes de bouchons, vous devez aussi faire avec les travaux et les déviations? Tout à fait. Et en plus, on a des contraintes qui sont imposées par la France. Parce qu'on a un tunnel franco-monégasque, le tunnel Régnier 3, qui sort sur la moyenne corniche. Et le préfet des Alpes-Maritimes nous impose de fermer le tunnel, tout comme la 500 est fermée chez Escota, en sens descendant.
Nous, pareil, donc le soir, on est obligé de faire de la régulation et de fermer une barrière à la sortie de Monaco. Donc vous avez le pouvoir, depuis le CIGM, de fluidifier un petit peu la circulation en principauté ? Oui, tout à fait. On a des petites solutions. Donc on peut envoyer des messages sur les panneaux à messages variables. On a un partenariat avec la radio, Radio Monaco. Et aussi, on travaille beaucoup avec Waze. On incite vraiment les usagers à l'utiliser parce qu'on a un vrai partenariat avec eux. Et toutes les informations, on les transmet à Waze. On le voit derrière vous, Max Mélan, vous avez plusieurs écrans à disposition pour intervenir en temps réel. Ça représente combien de caméras à Monaco ? Il y a énormément de Monaco. En fait, ce sont les caméras de la sûreté publique, mais on a la possibilité de les utiliser. Donc, il y a environ presque 1 millier de caméras. Et là, en ce moment, que montre votre caméra concernant le trafic à Monaco ? Ben, en ce moment, là, derrière, ça va pas trop mal. Donc, pour l'instant, en fait, la principale difficulté, c'est de bien sortir sur la moindre corniche. Donc, si ça roule bien en sortie du tunnel Régnier 3, ça va bien rouler dans la dorsale. Par voie de conséquence, ça va rouler dans tous les tunnels, sous le Rocher et les autres tunnels de Monaco. Et concernant le mois d'août, à quoi vous attendez ? Alors au mois d'août, on a une petite diminution par rapport au mois de juillet parce que certaines entreprises sont fermées, notamment les entreprises de BTP importantes comme le groupe Pastor. Très bien, merci beaucoup Max Mélan d'avoir été avec nous depuis le CIGM pour faire le point sur la circulation en principauté. Merci à vous. Merci à vous et bonne soirée. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement princier a signé un accord avec la France ce matin, un accord qui vise à instituer une coopération technique et opérationnelle en matière d'action de l'État en mer et de sûreté portuaire. Cette coopération portera notamment sur les domaines de la lutte contre les trafics et activités illicites par voie maritime, la lutte contre le terrorisme ou encore le sauvetage et le secours en mer. Autre dossier tout aussi important qui sera évoqué lundi lors de la séance publique extraordinaire du Conseil national, c'est le vote du projet de loi 1078 portant sur l'adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Le vote de ce texte législatif va permettre à la principauté de se mettre en conformité avec les recommandations du rapport Monéval et pour se donner tous les moyens de sortir du statut de pays sous surveillance renforcée. Ce dossier sera abordé ce dimanche à 16h sur Monaco Info dans l'émission Ountranouille, présentée par Fabien Bonilla. La séance sera quant à elle à suivre en direct sur notre antenne à partir de 17h. Nous vous emmenons à présent dans les coulisses du gala de la Croix-Rouge monégasque. Une équipe de Monaco Info a suivi pour vous les ultimes préparatifs de cette 74e édition où tout doit être parfait le jour J. Immersion avec Yannick Debever et Alban Gingembre. C'est la soirée la plus prestigieuse de Monaco. Chaque année, la Croix-Rouge monégasque organise son gala dans le but de récolter des fonds pour ses actions. Pour le 75e anniversaire de l'institution créée par le prince Louis II, retour au Sporting Monte-Carlo après 2 éditions sur la place du Casino. Il y a un engouement du public pour revenir au Sporting, ça c'est clair, parce que cette année on refuse du monde, les gens, mais revenir au Sporting, le casino, la place du Casino, elle a son charme aussi, c'est complètement différent. Donc c'est 2 choses différentes. Et on essaie de se renouveler chaque année, faire des choses différentes, parce que, bon, contrairement au bal de la Rose, le gala de la Croix-Rouge n'a pas vraiment de thème, donc le thème c'est les actions de la Croix-Rouge monégasque et l'artiste. Et cette année c'est Robbie Williams. Robbie Williams succède donc à Alicia Keys pour assurer le show de ce 74e gala. Le chanteur britannique revient à Monaco après son passage en 2015 lors de la célébration des 10 ans de règne du prince Albert II. Une star qui a affolé les compteurs de la billetterie puisque les 800 tickets se sont écoulés en 2 jours seulement. Et 800 convives qu'il va falloir nourrir. C'est un honneur déjà de pouvoir établir ce menu et ce repas avec mes équipes. On essaie de cuisiner les légumes associés à les produits de la mer et les produits de la terre, mais
Le légume a énormément de place dans nos menus maintenant. On a beaucoup de personnalités qui assistent à ce dîner, donc ça met une pression aussi supplémentaire. Maintenant, c'est à nous de faire notre travail, de satisfaire et surtout de faire bon. Table, scène, fleurs, tout doit être disposé au millimètre dans la salle des étoiles. Pour cela, plus de 200 personnes s'investissent en coulisses pour émerveiller les invités et faire respecter cette culture du prestige. À 1 400 € la place, cette soirée caritative représente à elle seule 30% des dons annuels reçus par la Croix-Rouge monégasque. Et nous reviendrons bien évidemment sur cet événement dans notre édition de lundi. Un mot à présent sur les 100 ans du scoutisme à Monaco. À l'occasion de son centenaire, l'association a investi le parc Princesse Antoinette pour y installer son village scout. La soirée d'hier a été ponctuée par une veillée œcuménique. Nous évoquerons plus en détail le jamboree du centenaire dans notre édition de demain. L'actualité sportive est très riche cet été avec notamment la Coupe du monde féminine de football ou les mondiaux d'athlétisme. On peut citer également les championnats du monde de natation qui se déroulent en ce moment même au Japon. Pour en parler, Frédéric Elion est avec notre consultant natation sur Monaco Info, Olivier Nicolas, le manager de l'équipe de France. Bonsoir. Olivier, merci infiniment de nous consacrer un peu de temps en plein championnat du monde de natation. Vous êtes à Fukuoka au Japon avec l'équipe de France. À l'heure où l'on se parle, il y a 5 médailles au compteur pour les Bleus avant les 2 dernières journées et demie de compétition. Est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant des performances de vos nageurs et nageuses? Oui, l'ensemble est très satisfaisant. 9 records de France, bien évidemment, émerge Léon avec un record du monde et 2 records d'Europe. Mais il faut pas oublier que nous sommes à 13 places en finale et il reste encore 2 jours et demi de compétition. Florent Manodou, Yannick, nos relais. Donc oui, pour l'instant, le bilan est bon. Après, comme dans toutes les grandes compétitions, faire 100%, c'est pas possible. Ceux qui ont beaucoup misé sur la qualification qui était déjà difficile. C'est un peu plus dur le matin, mais c'est comme ça. On est aussi en apprentissage pour l'année prochaine. Donc, certains auront compris l'écart qui reste à faire pour être bon. Vous avez parlé bien sûr de Léon Marchand, on est obligé de l'évoquer. Vous l'avez dit, 3 courses en individuel, 3 titres mondiaux, ce record du monde mythique de Michael Phelps battu. C'est exceptionnel tout simplement ce qu'il fait à son âge. Ah oui, n'importe quel âge, mais là, effectivement, en France, ça nous est jamais arrivé d'avoir un tel leader. Ça va continuer jusqu'à Paris, bien sûr. Il aurait même pu faire, selon le programme, le 200 brasses et jouer le titre. Donc, pour vous dire que, bon, bien sûr, un nageur exceptionnel. Il rentrera ce soir pour le relais 4x200 nage libre et après-demain dans les relais 4 nages. Donc, très dispo pour l'équipe de France, bien évidemment. Et en plus, derrière, c'est la grande locomotive qui permet à certains de se décomplexer. Oui, merci à lui. Ce qui est fort aussi, c'est qu'il a parfaitement assumé son statut de favori. On le sait très bien, on connaît ses qualités physiques, ses qualités de glisse aussi dans l'eau. Mais mentalement, il est aussi vraiment très, très solide. Oui, ça c'est sûr qu'il a bien abordé la première matinée, parce que j'ai la chance, moi, de les amener en chambre d'appel, peut-être un petit peu contracté parce qu'il était très attendu. Et comme tous les nageurs, ils veulent savoir où ils en sont par rapport à la forme. Donc c'était un petit peu brouillon le matin, mais le soir, ça a été. Alors, il y avait beaucoup de supputations, il va y arriver, il va pas y arriver. Puis le soir, il a montré qu'en fin de compte, il se connaît par cœur et il a battu le record du monde. Pour parler un petit peu de technique, quand on regarde ses courses, là où il fait la différence, c'est sur les coulées. Et quand on commente ensemble l'étape monégasque du Mare Nostrum, Olivier, vous le dites, l'importance de ces fameuses parties sous l'eau, c'est vraiment ça aussi l'une de ses grandes forces. En tout cas, ça a été criant hier soir pour le 204 nage, où il est un petit peu d'avance après la brasse et après la coulée de crawl, il prend 1,50 m à tout le monde, effectivement, mais il y a coulé. Là, on est quand même pas loin du poisson quand même. Hein. C'est un extraterrestre, il sort en gros à 15 mètres en ayant fait déjà 150 mètres d'effort et la même chose pour un 4x4 nage. Non, c'est exceptionnel. Bien sûr, c'est son point fort.
Et les 2 autres médailles ont été ramenées par Maxime Grousset, qu'on avait vu et eu d'ailleurs au micro grâce à vous sur Monaco Info lors du meeting international de natation de Monte-Carlo. 2 de bronze sur le 50 pape et le 100 mètres nage libre. C'est l'autre vraie satisfaction pour l'instant, Olivier Nicolas? Exactement, oui. Le 50 pape était là pour se mettre en route. Il a eu le meilleur temps des séries, le meilleur temps des demi-finales. Un peu crispé parce qu'il connaît pas bien cette course et il fait quand même podium. Mais hier, il est allé chercher au 100 nage libre. Il était en difficulté avec les demi-finales. Il se retrouve donc à la ligne extérieure, la ligne du bord, la 1, donc un peu à l'aveugle. Et quel champion pour aller chercher cette médaille. Et effectivement, à 1 centième, mais en tout cas, il est encore sur le podium du 100 nage libre. Puis il nous reste encore le 100 pape où ce matin, il s'est brillamment qualifié pour les demi-finales. Donc il est confiant et je pense qu'on va le retrouver demain en finale du 100 papillon. Vous l'avez dit, peut-être donc une nouvelle chance de médaille pour Maxime Grousset. Pour parler, Olivier, des dernières chances de médaille d'ici la fin de ces mondiaux. Vous l'avez dit déjà, peut-être Florent Manodou et Mélanie Hennig sur leurs 50 respectifs, ou encore Léon Marchand sur les relais? Effectivement, le premier tour ce matin s'est bien passé pour Florent, puisqu'il a le 3e temps des séries en essayant d'assurer facilement. Je pense qu'il va passer le cut et il va jouer en finale. Un tel grand champion, 3 Olympiades, 3 médailles. Mélanie Hennig a fait une bonne rentrée aussi ce matin, 4e temps des séries, elle aussi va passer le cut. Et j'ai assez de confiance pour Maxime Grousset. S'il passe ce soir, le 100 papillon sera très ouvert et il aura sa chance. Nos relais, les filles seront plutôt vers les rentrées en finale. Ça, je pense qu'elles devraient battre le record de France. Les garçons seront plus proches du podium, vont se battre. Effectivement, on fera rentrer Léon Marchand dans le relais 4 nages en brasse. Olivier Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Monaco Info. On vous laisse du coup retourner à la piscine et bonne fin de mondiaux avec l'équipe de France au Japon. Merci à vous. Et nous vous retrouvons, Frédéric et Lyon, pour les prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre pour le début du week-end, Frédéric? Il fera beau tout le week-end et midi, quelques rares nuages samedi matin, puis un ciel totalement dégagé l'après-midi. Côté thermomètre, il fera 21 en début de journée, 26 l'après-midi avec une température ressentie de 31 degrés. Samedi 29 juillet, bonne fête à toutes les Martes. Merci Frédéric, ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de fin de JT signées Stéphane Dana. Elle vous emmène ce soir sur le rocher dans les ruelles de Monaco-Ville. Très belle soirée à tous et à demain pour votre édition du week-end sur Monaco Info.